Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de notre conférence. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au climat. Alors je sais que c'est un petit peu anachronique en ce moment, on n'en parle plus beaucoup, mais pourtant, lorsqu'on regarde les souscriptions, on voit qu'effectivement, il y a toujours beaucoup d'investisseurs qui souhaitent se positionner sur cette thématique. On a intitulé notre conférence Climat, transition et opportunités, où en est la finance durable en 2026. Je pense que c'est le titre qui s'impose. Alors, lorsqu'on parle de transition climatique, on parle bien sûr souvent de climat, hein, donc je vous engage à regarder l'étude et le baromètre que fait régulièrement CPRAM tous les ans sur le sujet, et on voit que le climat est la thématique clé sur tout ce qui concerne la finance durable et notamment sur la transition climatique. Aujourd'hui, on va voir comment cette finance durable s'adapte et quelles opportunités concrètes elle ouvre à vos portefeuilles. Bien évidemment, c'est une thématique qui est plus que complexe puisque les normes évoluent, hein, donc c'est très normé. Les attentes croissantes des clients et notamment des populations spécifiques. Il y a aussi un besoin très clair noté en matière de lisibilité pour les conseillers. Et puis, pour cela, il faut comprendre et donc qu'on fasse beaucoup de pédagogie. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour cela, on a la chance d'accueillir Stéphane Ludovico qui va animer les débats et qui s'est Bonjour. entouré de deux experts du sujet qui vont nous parler de finances durables et plus spécifiquement de climat. Stéphane, je vous laisse la parole pour présenter vos invités et lancer le débat. Eh bien, merci Pascal. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette conférence consacrée à un sujet qui en 2026 structure à la fois les marchés, les réglementations et les attentes des investisseurs. Il s'agit donc de la finance durable. On le voit tous dans nos métiers, le climat n'est plus un thème parmi d'autres, c'est devenu un cadre, une contrainte, parfois un débat, mais aussi une source d'opportunités très concrètes pour les portefeuilles de nos clients. Entre normes qui évoluent vite, labels qui se transforment, exigences de transparence et besoin de lisibilité pour les conseillers, la finance durable vit une phase de recomposition profonde. Alors, où nous en sommes réellement en 2026? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui bloque? Et surtout, où se trouvent les opportunités crédibles pour nos clients? Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin deux experts qui vivent ces transitions au quotidien, chacun avec une approche différente, et c'est tout l'intérêt pour notre débat du jour. Donc, Alexandre Blin, Senior Portfolio Manager chez CPR AM, et Laurent Trulès, gérant du fonds Dorval European Climate Initiative chez Dorval AM. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons donc voir ensemble l'état de la finance durable décrypté, les opportunités 2026, les défis, les controverses, les produits concrets et surtout ce que tout cela signifie pour nous en tant que conseillers dans nos allocations et dans l'accompagnement auprès de nos clients. Pour commencer et avant d'entrer dans le détail, peut-être pourriez-vous décrire selon vous l'état de la finance durable en 2026 au niveau de la maturité des ruptures, des nouvelles attentes des investisseurs. Peut-être Alexandre pour commencer la réponse. Merci Stéphane et bonjour à tous. Alors, avant de parler de 2026, et vous en avez déjà un peu parlé, je voudrais revenir sur 2025, en particulier sur le baromètre CPR. C'est un sondage en ligne que nous faisons chaque année. Et en 2025, il était plus particulièrement consacré au climat, et plusieurs enseignements en ressortent, et j'en retiens trois. Alors, d'abord, la thématique du climat est toujours d'actualité. Le taux de détention des produits d'investissement durable est en léger recul à 41% contre 44%, mais la proportion de clients détenant un fonds climat, elle, est restée stable. L'attente de performance est restée forte et reste forte. Donc pour les fonds ISR, la performance est une priorité pour 51% des répondants. En revanche, les investisseurs des fonds climat sont plus équilibrés dans leur réponse, puisque 50% disent privilégier à la fois la performance financière et la performance durable, extra-financière. Enfin, près d'un tiers, 34%, sont pleinement convaincus et privilégient la thématique durable.
L'autre point, le dernier, c'est la recherche de tangibles. Et là, comme vous le mentionnez, on parle de fonds liés à du concret, de pouvoir identifier concrètement les investissements liés au climat. Donc on pense aux énergies renouvelables, à la gestion de l'eau, aux gestions des ressources. Donc finalement, une finance durable qui continue à intéresser sur les problématiques que je viens de citer, mais il y en a aussi d'autres qui émergent, hein, beaucoup de demandes sur la biodiversité. Là, ça nécessite un peu plus de pédagogie, hein. C'est un sujet complexe qui doit être abordé en faisant la distinction entre les solutions et les pratiques. Peut-être qu'on y reviendra aussi un peu plus tard pour que tout cela soit bien compris par les épargnants. Donc pour nous, la finance durable en 2026, elle est plus mature, elle demande des résultats soit au travers de nouvelles thématiques plus tangibles, soit au travers de résultats, de KPI plus concrets, et elle peut paraître moins sur le devant de la scène, mais pour nous, elle continue à intéresser, et en particulier la jeune génération. Je vais poursuivre. Bonjour à tous. Oui. Pour être direct, l'élection de Donald Trump devait acter la mort de la finance durable et du climat. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on a pu dire, l'attrait et l'engouement des épargnants pour la finance durable est resté forte. Et 2025 a sans doute marqué un tournant, selon nous, en termes de performance, puisqu'on a un indice S&P Global Clean Energy qui a progressé de près de 50% en 2025. Et d'ailleurs, Alexandre en parlait à l'instant, le sondage, de nombreuses études existent et je fais référence au sondage annuel de l'IFOP sur les Français et la finance responsable. Ça l'a illustré à nouveau en 2025. On a une majorité des Français qui déclarent accorder une importance importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Et d'ailleurs, ces épargnants placent la pollution, les droits humains et la lutte contre le changement climatique au cœur de leurs priorités. La finance durable a également connu d'énormes évolutions ces dernières années. On est passé quelque part d'une phase de démocratisation, sans doute à outrance de l'ESG, à une phase beaucoup plus de spécialisation, de sensibilisation plus accrue des différents acteurs, avec une recherche davantage axée solutions d'épargne. Et cette dynamique, on l'a aussi vu au travers d'un cadre réglementaire qui est plus ambitieux, plus exigeant, aussi bien au niveau français, avec l'évolution du label ISR, qu'au niveau européen, avec de nouvelles règles qui s'appliquent en termes de dénomination des fonds prônés par l'ESMA. Et ça a engendré toute une vague importante de délabellisation, de déclassification des fonds les moins sensibles à ces sujets. Enfin, pour terminer mon tour d'horizon de l'état des lieux de la finance durable, je dirais aussi qu'il faut garder à l'esprit l'importante rupture géographique lorsqu'on parle de finance durable entre l'Europe et les États-Unis, tant dans la façon dont l'ESG est abordé que sur les différentes de communication d'une entreprise européenne et une entreprise américaine sur le sujet. Merci à tous les deux pour cet état des lieux. On va rentrer dans les différentes questions à venir sur différents points de détail. Pour commencer, le climat a longtemps été le pilier de la finance durable. Est-ce qu'en 2026, c'est toujours le moteur principal ou assiste-t-on à un rééquilibrage vers d'autres enjeux? Peut-être Laurent, cette fois-ci, pour commencer à répondre. Oui, Pascal le disait en introduction, l'actualité géopolitique, économique peut donner le sentiment de reléguer au second plan le climat. Pour autant, si cela peut paraître contre-intuitif ou à contre-courant de l'actualité, oui, le climat reste la mère de toutes les batailles et de nombreuses transitions. Ces derniers mois, on a passé beaucoup de temps à échanger avec nos partenaires CGP, à la fois du contexte géopolitique particulièrement instable, avec des interrogations légitimes sur l'énergie, sur la défense, ou encore sur le plan allemand, qui consacre une part conséquente aux infrastructures vertes. On a également des discussions sur la biodiversité, la protection du vivant avec certains acteurs. Et assez vite, lorsqu'on aborde ces sujets dans le détail, en tant qu'Européens, le climat, au travers de la transition énergétique et écologique, se positionne au centre du jeu et comme une réponse appropriée à plusieurs de nos problématiques. Que l'on parle de souveraineté européenne, que l'on parle de réindustrialisation, que l'on parle de lutte contre le changement climatique ou que l'on parle de ramener de l'emploi sur notre sol. Et c'est également quelque chose qui est important avec le prisme gouvernance qui est très fort chez Dorval Asset Management. On le voit, la réussite de cette transition, elle est plus rapide dans les entreprises dont les dirigeants soutiennent, portent ces dynamiques.
Et effectivement, en termes d'équilibre ESG, le social apparaît souvent comme le parent pauvre de la finance durable. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, chez Dorval Asset Management et au sein du fonds climat, on a fait le choix de reverser 10% des frais de gestion à la Fondation EPIC, qui œuvre sur le terrain à la protection de l'enfance et de l'environnement au travers de deux associations, Blue Venture sur la protection des océans et Just Dig It sur la reforestation. Très bien. Alexandre, est-ce que vous voulez partager également votre point de vue? Ouais, nous aussi, nous partageons ce constat de convergence entre le climat, l'indépendance énergétique, la souveraineté, ce sont des thèmes dans lesquels nous investissons. Mais pour revenir à la question, pour nous, la thématique de la transition vers une économie bas carbone est toujours d'actualité et reste le moteur central de la finance durable. Une transition qui passe par la mise en évidence des pratiques des entreprises en matière de gestion des émissions, comment elles identifient, comment elles quantifient, comment elles gèrent ces émissions, comment elles peuvent les diminuer en adoptant des bonnes pratiques dans leur processus de production ou de gestion, et ce, dans tous les secteurs, toutes les activités. La transition énergétique, elle passe également par l'adaptation au risque physique des entreprises. On voit tous les jours les conséquences des inondations, des tempêtes, sur les personnes bien évidemment, mais cela touche aussi et affecte les usines, les ateliers, et cela met les activités à risque. Il y a aussi dans la transition les entreprises qui portent des solutions au travers de leur activité pour par exemple produire, distribuer, gérer des énergies renouvelables et toute la chaîne de valeur de celles-ci. Car la demande en électricité va aller de manière croissante et ce vecteur d'énergie, ce qui transporte cette énergie, cet électron, il doit être décarboné. Or, la demande d'électricité, jusqu'ici, elle était faible, elle était de l'ordre de 1%, mais elle va être amenée à exploser dans l'avenir, car on a de plus en plus besoin d'électrification des bâtiments, de solutions de mobilité légère pour les voitures électriques, les infrastructures. Et il y a une demande additionnelle aussi, et c'est celle qui provient des data centers. La bonne nouvelle, c'est que le coût de production de cet électron décarboné, de ces énergies renouvelables, il a vu son prix baisser considérablement et devenir compétitif avec les énergies fossiles. Et il y a bien longtemps, il fallait le subventionner. Aujourd'hui, il est compétitif. Et ce sont également des solutions qui vont être plus faciles, plus rapides à mettre en place, car elles n'ont plus nécessairement vocation à être reliées au réseau tout de suite. Ok. Une prochaine question, si l'on regroupe l'ensemble des enjeux, donc on l'a vu, le climat reste quand même central, mais également donc les transitions sectorielles, la réglementation, les attentes des investisseurs, où voyez-vous aujourd'hui les opportunités les plus crédibles et les plus porteuses pour 2026? Alexandre, si vous voulez commencer pour répondre. Alors, un peu dans la continuité, sur la dernière décennie, en fait, ce sont des investissements liés à la consommation qui ont été les plus porteurs. On pense au luxe, à la distribution, par exemple. Pour la décennie à venir, nous pensons que ça sera porté par le terme de l'investissement. Les investissements dans les infrastructures vieillissantes, dans les bâtiments qui sont souvent des passoires thermiques, dans la mobilité. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'électrification qui est pour nous un thème structurant, et ça fait partie des solutions pour la transition bas carbone. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais le corollaire des investissements en intelligence artificielle, c'est la croissance des infrastructures industrielles. Des infrastructures qui vont pouvoir fournir en énergie. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est que 2% des capacités électriques mondiales, et les investissements annoncés récemment par les sociétés, les hyperscalers, vous en avez entendu parler, avec 4 entreprises, eh bien, leurs investissements sont juste énormes. On parle encore aujourd'hui en hausse, on est à 660 milliards de dollars, c'est un chiffre colossal. Et il va falloir des infrastructures et de l'énergie pour réaliser ceci. Alors souvent, c'est vrai qu'en France, on pense qu'on a un excédent électrique énorme grâce au nucléaire, on a une énergie abondante, décarbonée, compétitive, qu'on exporte de l'électricité. Mais en fait, si on regarde, on est plutôt en retard pour l'électrification de l'industrie, des bâtiments, car le mix énergétique lui-même, il est toujours entre 75 et 80% fossile dans le monde et en France. Donc on parle bien du mix énergétique et pas de l'électricité. On chauffe encore beaucoup au fioul, par exemple, ou au gaz. Dans la mobilité aussi, 10 à 12% des nouveaux véhicules roulent sont électriques, mais le reste, ils roulent à des moteurs à combustion. Et ça représente qu'une faible proportion de la flotte moyenne, avec un âge qui est vieillissant. Donc il y a beaucoup à faire. Ça ne va pas se faire
dans un claquement de doigts, le temps industriel est un temps long par rapport au temps boursier. Enfin, si on regarde aussi en amont de ces infrastructures, on retrouve aussi les thématiques d'approvisionnement de matières premières qui redessinent la géopolitique, comme vous l'avez mentionné. Pour construire des panneaux solaires, des moteurs électriques, des unités de stockage, des turbines, il faut des matières premières, du lithium, du cobalt, du cuivre, des terres rares, et il va falloir les extraire. Il va falloir les extraire, les traiter, les gérer les déchets, et c'est souvent dans des juridictions difficiles. Et là, on revient encore sur les thèmes du traitement de déchets, de la sécurisation de nos approvisionnements, de la problématique de la souveraineté. Donc toutes ces thématiques pour 2026, efficacité énergétique, électrification, traitement des déchets, sont des termes porteurs pour cette année. Laurent, à votre tour. Oui, je pense que la transition écologique et énergétique est une thématique structurelle de croissance pour les décennies à venir. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus quand on voit les milliers de milliards d'euros d'investissement qui sont à la fois nécessaires et qui seront réalisés pour atteindre une neutralité carbone. Maintenant, ce qui est important d'avoir à l'esprit quand on est investisseur, c'est qu'il peut y avoir des dynamiques très différentes selon les acteurs et les secteurs sur lesquels les investisseurs vont se positionner. Par exemple, la thématique du bâtiment connaîtra un cycle radicalement différent de celui du transport ou des semi-conducteurs actuellement. Il est donc, selon nous, extrêmement important d'avoir la bonne lecture des dynamiques sous-jacentes des thématiques de la transition énergétique et écologique et même d'adapter cette allocation d'actifs selon la dynamique de ces thèmes. Et je pense qu'il faut aussi adapter ces choix au contexte politique, géographique, encore plus quand on parle de fonds thématiques sur le climat, dans des entreprises qui évoluent. Si je l'illustre, on regarde par exemple une entreprise de renouvelable. Si c'est une entreprise renouvelable américaine ou si c'est une entreprise européenne, on aura radicalement un prisme différent. Maintenant, quand on regarde les convictions pour cette année 2026, on en a identifié 3 principales. La première, c'est les bénéficiaires du plan d'infrastructure allemand, avec notamment des champions français de la construction et de l'électrification, dont c'est l'un des premiers pays en termes de chiffre d'affaires, l'Allemagne, et qui devrait bénéficier, capter ces milliards d'investissements décidés par l'Allemagne l'année dernière et dont les premiers effets doivent se voir à partir de la fin 2026. Maintenant, il y a également beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'eau, alors avec des acteurs qui sont historiquement avec des profils plus défensifs, plus résilients, avec 2 idées fortes. D'abord, on a un changement du cadre réglementaire qui est particulièrement important et particulièrement propice à l'investissement. On l'a vu il y a encore quelques semaines au Royaume-Uni avec une déclaration assez importante qui permet aux acteurs de renforcer leur programme d'investissement car elles ont de la visibilité et qui permettent aussi de répondre à des problématiques tant d'accessibilité que de qualité de la ressource. On a beaucoup parlé ces dernières années de polluants éternels, de PFAS, etc. Et ça ne fait qu'illustrer ces problématiques. Ensuite, la deuxième idée forte derrière les acteurs de l'eau, c'est aussi que les acteurs ont beaucoup en tête à quel point les data centers sont énergivores, mais elles ont sans doute un peu moins en tête à quel point elles sont gourmandes en eau. Et ça, si je veux l'illustrer, en 2025, les data centers à travers le monde auront consommé autant d'eau que l'intégralité de l'industrie de l'eau en bouteille dans le monde. Et ce, alors même que, on l'a vu, Alexandre le disait, les dépenses d'investissement dans les data centers vont continuer à croître. On parle d'aujourd'hui de plus de 600 milliards de dollars. Et les data centers vont continuer à sortir de terre et donc accentuer cette pression sur l'eau. Cette pression sur l'eau qui, avec des réseaux aussi bien dans l'électrique que dans l'eau qui sont vieillissants, on parle de durée d'âge moyen de 40 à 50 ans, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, il y a une urgence à adapter ces infrastructures à l'évolution de nos besoins. Maintenant, la dernière idée pour cette année 2026, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification. Nous, on a fait un choix fort, on est beaucoup moins investi aujourd'hui sur des producteurs d'électricité, on l'est davantage sur la chaîne de valeur de l'électrification avec le stockage d'énergie, les câbles électriques ou encore l'éolien qui sont privilégiés. Si on l'évoquait, en 2025, le solaire et l'éolien en Europe auront dépassé en termes de production d'électricité les énergies fossiles. Et ça, c'est une première.
ce qui démontre la compétitivité économique à laquelle Alexandre faisait référence tout à l'heure. Mais au-delà de cette compétitivité économique, ce déploiement extrêmement rapide que l'on observe en Europe et à travers le monde de ces énergies, elle pose des questions tant sur l'intermittence, sur également la gestion de l'énergie dans les heures creuses, par exemple, et également des problématiques de raccordement de sites de production d'énergie qui se sont multipliés et qui créent, selon nous, beaucoup d'opportunités. Merci à tous les deux. On voit que les opportunités sont très, très nombreuses et il y a beaucoup de sujets à traiter qui sont devant nous. On va se pencher maintenant sur un sujet concernant les défis et controverses et lisibilité de cette thématique. Donc la finance durable reste un sujet complexe entre le greenwashing, la volatilité, la qualité des données et l'exigence réglementaire. Parmi tous ces éléments, comment sécurisez-vous vos approches pour offrir des solutions lisibles, robustes et crédibles? Laurent, je vous propose de commencer. Très bien. Je pense qu'en matière d'épargne, les clients ont besoin de performance et de constance dans les supports qu'ils sélectionnent. En matière de finances durables, cette constance, elle se retrouve dans l'intégration des critères extra-financiers dans les processus d'investissement de bout en bout. Chez Dorval Asset Management, nous avons fait plusieurs choix forts à ce sujet. D'abord, c'est de nous doter d'un outil propriétaire de notation extra-financière avec un accent très important sur la gouvernance et la transparence de la donnée. Nos partenaires CGP apprécient notamment de pouvoir avoir accès aux fiches d'analyse des émetteurs et de voir les points forts, les points faibles d'un émetteur, de voir l'origine et la source de la donnée utilisée, d'éviter ce côté boîte noire que à laquelle font référence certains en matière d'ESG. Ensuite, c'est également d'avoir une véritable cohérence entre cet outil de notation, les processus d'investissement dans lesquels c'est intégré, notre politique d'engagement et de vote et le reporting in fine qui est adressé à nos clients. Et enfin, c'est également d'avoir une véritable visibilité dans l'offre que l'on propose chez Dorval Asset Management. Aujourd'hui, tous nos fonds sont à minima article 8 ou 9 au sens de SFDR. Tous nos fonds bénéficient du label ISR et adoptent une communication centrale au sens de l'AMF en matière de ESG. Et ces choix sont selon nous une caution importante pour des partenaires qui souhaitent disposer à tout moment de solutions lisibles, robustes et crédibles, quelles que soient les évolutions réglementaires. Merci. Alexandre? Je crois qu'il y avait un support que vous souhaitiez présenter. Voilà. Merci. Oui. Alors pour nous, pour offrir finalement une solution lisible, robuste et crédible, il faut pouvoir offrir aux épargnants une gamme adéquate. Et nous avons revu récemment la nôtre, et cette gamme, nous l'avons claire, cohérente, pragmatique, pour qu'elle corresponde à chaque profil de durabilité de l'épargnant et bien sûr à chaque profil de risque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la gamme se divise en 3 groupes. Donc pour les épargnants qui souhaitent participer au financement de la transition vers une économie bas carbone, on a notre gamme la plus engagée, qui s'appelle Climat et Biodiversité. On va y retrouver les 2 fonds éponymes. Les fonds de cette gamme ont des KPI exigeants en termes extra-financiers. Ce sont pour la plupart des fonds labellisés, comme Centrale, et ils suivent toutes une trajectoire de décarbonation, avec des fonds qui correspondent également à chaque profil de risque, dynamique, modéré, prudent. On a également une gamme dite responsable, de fonds labellisés ou non, avec une thématique responsable prégnante et des objectifs extra-financiers en lien avec le thème. Là aussi, elle se décline en fonction du profil de risque de l'investisseur. On va des fonds thématiques au fonds crédit pour ce qui est du profil prudent. Et enfin, on a une gamme dite intégration ESG, où les fonds ont un socle minimal d'exclusion normative, et qui va améliorer un KPI dans le temps. On va retrouver d'autres fonds, et là aussi, en fonction du profil de risque, la gamme se développe. Donc, une gamme complète qui va couvrir les différents objectifs de durabilité de l'épargnant, mais aussi des différents profils de risque. Merci. Pour être encore plus concret et pour rendre donc tout cela concret pour les conseillers, quels sont les produits ou stratégies que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui et en quoi incarne-t-il votre lecture des transitions en 2026? Alexandre, je vous propose de garder la main.
Alors, nous gérons des fonds dédiés à la transition, et en particulier sur la thématique de climat depuis 2018. Notre premier fonds était le fonds CPR Invest Climate Action, et nous avons, au cours des années, agrandi notre gamme, affiné et enrichi notre approche pour intégrer les standards les plus exigeants. Notre philosophie d'investissement est restée la même, quelles que soient les classes d'actifs ou les zones géographiques. C'est accompagner la transition de l'économie vers des modèles bas carbone en sélectionnant les entreprises les mieux positionnées dans la réduction de leurs émissions. Donc nous avons commencé avec un fonds Action Internationale, nous l'avons décliné, notre philosophie, notre processus d'investissement sur d'autres zones, en lançant la stratégie sur la zone euro, CPR Invest Climate Euro, qui est notre flagship sur cette zone. Et suivant la même logique, toujours avec la même philosophie et la même définition d'univers d'investissement, nous avons étendu à d'autres classes d'actifs. Donc nous avons aussi des fonds multi-assets, et puis un fonds obligataire, le CPR Invest Climate Bond, et enfin, plus récemment, des stratégies monétaires sur le court terme. Depuis 2020, nous avons introduit une trajectoire de décarbonation. Au fur et à mesure que les données carbone de s'affiner devenaient disponibles, on a pu alors mieux suivre les positions des émissions des investissements dans lesquels nous étions impliqués, et nous pouvons piloter cette trajectoire, et nous sommes inscrits dans une trajectoire de décarbonation. Nous avons ensuite labellisé nos fonds pour confirmer notre engagement et valider l'exigence de notre approche, en France mais aussi ailleurs. Et je voudrais également revenir sur un point dont nous parlions au début, c'était cette recherche de concret, de tangible de l'épargnant. Nous le faisons aussi au travers déjà de nos KPI dans toute notre gamme climat et biodiversité, mais nous le faisons aussi au niveau de l'entreprise CPR. Nous finançons des projets durables de préservation forestière ou de biodiversité ou développement éolien en Inde ou au Brésil, et plus proche de chez nous aussi en France. Notre petit dernier, le fonds CPR France Action Climat, va financer des projets agricoles, d'élevage ou de culture dans nos campagnes et accompagner les agriculteurs dans la transition. Et nous avons ainsi reversé 1 million d'euros dans ce type de projet, tous très encadrés et certifiés avec des standards de référence sur le marché. Merci. Laurent, votre côté? Oui, donc pour ma part, moi je vais vous parler de notre expertise climat qui a dépassé les 100 millions d'euros d'encours en fin d'année 2025, qui se décline chez Darval Asset Management en 2 fonds. Le fonds Action Européenne que j'ai imaginé et créé et que je gère depuis maintenant plus de 4 ans avec le fonds Dorval European Climate Initiative, et un fonds Action Internationale que nous avons co-construit en partenariat avec la néobanque Greengot en octobre 2025 avec le fonds Greengot Sustainable Future. Ces 2 fonds partagent le même processus d'investissement, les mêmes caractéristiques, avec un profil de risque de SRI 4. Ils sont tous les 2 article 9 au sens de SFDR et tous les 2 doublement labellisés ISR et Greenfin. Ils font partie de ces rares 10 fonds actions aujourd'hui doublement labellisés ISR et Greenfin. Sur le processus d'investissement, nous capitalisons sur les forces de notre société de gestion, dans notre capacité à combiner l'analyse macroéconomique et microéconomique, au même titre que la capacité à combiner l'analyse financière et l'extra-financière. Tout cela en supervisant en permanence la cohérence de la trajectoire et du budget carbone du portefeuille avec l'accord de Paris. Ce sont tous les 2 des fonds de conviction qui oscillent entre 40 à 60 entreprises en portefeuille, qui vont être positionnés sur les 8 grandes thématiques de la transition énergétique, comme le bâtiment, l'économie circulaire, le transport propre, les industries éco-efficientes, etc. Le portefeuille est à la fois constitué de grandes capitalisations boursières, c'est en moyenne 60% de l'actif de ces fonds, qui apportent la visibilité de la liquidité, mais également sur des capitalisations plus intermédiaires, pour 30 à 40% de l'actif de ces fonds, sur des acteurs positionnés sur des métiers de niche en forte croissance, avec des solutions véritablement innovantes et qui peuvent également constituer un moteur M&A significatif. La lecture que l'on fait des dynamiques des solutions et des entreprises qui les portent est également renforcée par les échanges réguliers que nous avons avec les dirigeants de ces entreprises, le but étant de vérifier et de s'assurer dans la durée de l'adéquation de la stratégie de l'entreprise avec celle du fonds. On cherche évidemment à éviter de tomber dans le piège de faire confiance
avec des horizons aussi longs que neutralité à 2050, mais plutôt de juger sur pièce, année après année, sur l'évolution du modèle d'affaires de ces entreprises en faveur de la transition énergétique et écologique. Concernant le fonds Green God Sustainable Future, c'était également l'occasion pour nous de construire une solution d'épargne particulièrement rigoureuse autour des enjeux climatiques et d'étendre l'expertise climat que nous avions sur l'Europe à un univers global. Dans le contexte actuel, il est également intéressant de noter que ce fonds est l'un des rares fonds Action internationale sur le climat à couvrir de manière systématique le risque de change. Merci beaucoup à tous les deux. On voit à travers vos réponses que l'offre est évolutive et riche. On va se pencher maintenant sur le match, on va dire, entre l'offre et les attentes. Donc, en quoi est-ce que ces solutions répondent-elles aux attentes des CGP en 2026 au niveau de la demande, de la lisibilité, des performances, robustesse et aussi preuve. Voilà. Est-ce que, Laurent, vous pouvez poursuivre Bien sûr, je pense que le fonds Dorval European Climate Initiative s'adresse à la fois à des clients qui souhaitent exprimer leurs préférences ESG dans le cadre d'une allocation thématique ESG ou de souveraineté européenne, qu'à des clients qui cherchent tout simplement à capter l'un des pans de croissance les plus visibles et les plus structurels en Europe pour les décennies à venir, et ce, dans une allocation action européenne plus traditionnelle. Le fonds bénéficie à la fois de la tendance de fond liée à la transition écologique, de notre capacité aussi à avoir une gestion active et réactive de l'allocation d'actifs et de la dynamique de ces différentes thématiques au sein de la transition écologique. En termes de performance, le fonds a délivré ces 3 dernières années une performance annualisée de près de 8%, après 17,5% en 2025 et une performance year-to-date de 2026 qui est déjà aux alentours de 3 à 4%. Et au-delà des performances financières, on a également un fonds qui a été plusieurs fois récompensé sur ses qualités extra-financières. Je pense notamment au trophée de la finance responsable, où depuis 3 ans maintenant, on figure dans la catégorie Action à impact environnemental et on a également obtenu le prix Climat Carbone 4 Finance. Et je pense que ces performances, elles contredisent une idée reçue selon laquelle il faudrait choisir entre ESG et performance. Et je pense que notre approche qui consiste à concilier, voire pour certains à réconcilier les approches financières et extra-financières, c'est sans doute la meilleure façon de répondre aux attentes des conseillers en gestion de patrimoine sur ce type de support. Merci. Alexandre, votre regard sur ce sujet-là. Oui, pour nous, la performance financière et la performance extra-financière, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc elles vont l'une avec l'autre et c'est ce qu'on exprime dans les stratégies d'investissement de la gamme climat et biodiversité, des stratégies multisecteurs qui vont s'appuyer donc sur les pratiques des entreprises dans lesquelles elles investissent. Dans le cadre du climat, ce sont donc des entreprises qui sont impliquées dans cette transition vers une économie bas carbone, qui réduisent de manière organique leurs émissions carbone, quelle que soit leur activité. Ça donne généralement des fonds qui vont avoir un profil rendement-risque plus stable en raison de la diversification sectorielle, un profil plus équilibré qui va répondre aux besoins des épargnants dans une approche moyen-long terme. Des fonds Action internationale et Europe dont nous avons la gestion ont une tracking error autour de 3, ils sont tous labellisés, ils suivent une stratégie de stock picking bottom-up avec un objectif de décarbonation. Merci. Dans la continuité, dans un contexte de normes mouvantes, de méthodologies employées diverses et de niveaux d'appropriation encore très différents, comment accompagnez-vous concrètement les conseillers pour clarifier leurs besoins et construire des solutions adaptées? Alexandre, si vous voulez continuer. Alors, ouais, on est tous d'accord, l'enjeu, il se fait au niveau de la compréhension des besoins du client et de la formation. Le défi, c'est la complexité des données extra-financières est important et la pédagogie est primordiale. Donc, nous essayons d'être le plus abordable possible dans nos reporting extra-financiers mensuels, que vous pouvez trouver sur le site, mais aussi avec notre rapport annuel d'impact qui sort une fois l'an et où nous expliquons différents concepts, où nous donnons des exemples concrets au travers d'entreprises en portefeuille, des actions
actions menées pour la lutte contre le changement climatique et on aborde aussi des points réglementaires que l'on va mieux expliciter. Enfin, nous réfléchissons à la mise en œuvre d'outils pédagogiques sur certains sujets précis, dans des formats courts de vidéos, où nos experts pourraient expliquer la réglementation, les concepts de l'ESG, du climat, de manière simple et disponible. Le but étant toujours d'éduquer pour mieux comprendre et permettre de prendre les décisions qui sont propres à chaque épargnant en toute connaissance de cause. Merci. Laurent, du côté de chez Dorval. Oui, je pense que ma réponse va être sensiblement la même qu'Alexandre. Nous mettons évidemment nos outils et nos équipes à disposition des partenaires CGP qui nous font confiance et on attache évidemment une attention particulière dans notre service client à construire cette relation de confiance et de terrain avec nos partenaires. Cela passe à la fois par un accès direct aux équipes de gestion, mais également à des explications nécessaires sur la méthodologie, les outils qu'on utilise, de manière à ce que nos partenaires comprennent ce qui guide nos décisions d'investissement, de manière à avoir le support d'investissement le plus compréhensible, sur lequel ils auront toutes les facilités pour le retranscrire et le proposer par la suite à leurs clients. Nous pouvons également, au travers de différents contenus sur les réseaux sociaux ou via des newsletters, partager notre vision de l'évolution de la réglementation, comment nous nous adaptons et comment les conseillers en gestion de patrimoine doivent s'adapter. C'est facile de se perdre dans cette jungle de la finance durable et je pense que les conseillers en gestion de patrimoine apprécient ce gain de temps que nous pouvons leur proposer en décryptant pour eux à quel point cette dynamique est mouvante. Enfin, l'équipe commerciale qui est aujourd'hui organisée pour être à proximité des conseillers en gestion de patrimoine en région, avec des tournées à travers de la France, est également quelque chose qui est apprécié pour accompagner au mieux les CGP. Merci à vous deux. On arrive déjà presque à la conclusion. Donc une dernière question qui va faire un petit peu écho à celle sur les opportunités 2026. Donc pour conclure, si vous deviez projeter la finance durable à horizon 2027-2030, quelle grande évolution anticipez-vous? Laurent, si vous voulez continuer. Oui, alors je pense que, je le disais en introduction, la finance durable et l'ESG s'est beaucoup démocratisé ces dernières années et on est passé de cette phase plus sélective des approches ESG les plus crédibles et les plus intenses. Et je pense que cette démarche qui a déjà commencé et qui si elle s'intensifie, est sans doute le meilleur moyen de réconcilier les aspirations du client avec les produits qui lui sont proposés. Et c'est aussi un excellent moyen de récompenser les approches les plus rigoureuses en matière de finance durable. Je pense aussi que si on se projette un peu, l'intelligence artificielle pourrait également permettre de diminuer certaines inefficiences extra-financières, que ce soit par exemple au travers de la prédiction de controverses, de manière à pouvoir les identifier en amont au travers de faisceaux d'indices et d'éviter ces controverses et les impacts sur la performance que cela implique, plutôt que de réagir en réaction à l'émergence de controverses. De même, on pourrait également penser à l'amélioration de l'accessibilité et de la standardisation des données ESG, notamment sur les plus petites capitalisations boursières, en croisant les données de sources provenant de l'écosystème de l'entreprise afin de compiler ces données et de les restituer en notation. Cela pourrait faire tomber l'un des freins à l'investissement de fonds ESG sur les plus petites capitalisations boursières. Enfin, je pense également que de plus en plus de critères hors prix, comme la qualité des produits, le lieu de production avec par exemple une préférence nationale ou européenne, le sourcing des matières premières, pourront également être des critères de plus en plus déterminants de gains de parts de marché et de succès commerciaux pour les entreprises, que ce soit au travers de clients publics dans la commande publique ou que ce soit auprès de clients privés, corporate ou consommateurs, qui ont aujourd'hui une appétence et des stratégies RSE très bien établies. Et c'est sans doute là aussi, selon moi, un des leviers les plus importants et une opportunité importante de mener à bien la transition énergétique et écologique. Merci Alexandre. De l'autre côté. Alors, moi, oui, pour faire un peu écho à tout cela, c'est que finalement, malgré des vents contraires avec les mesures de la nouvelle administration américaine qui incite les entreprises et les gérants américains à se désintéresser des considérations ESG, malgré une instabilité normative, un corpus réglementaire qui est mouvant, en pleine redéfinition, susceptible même de brouiller la lisibilité des produits, tous les espoirs, pour nous, ils sont permis. La finance durable, elle reste attractive parce que les opportunités sont réelles.
elles arrivent au niveau des entreprises, et on voit se matérialiser les espoirs de ces dernières années. On voit que les entreprises américaines, même si elles n'en font plus la promotion, continuent de publier leurs rapports durables, que nous sommes dans un cycle où l'économie, les industries au sens large doivent s'adapter au nouveau monde et changer de source d'énergie, ces sources d'innovation, et on le voit avec un mix énergétique qui commence à s'infléchir. On voit par exemple dans l'industrie de l'acier l'utilisation d'autres sources d'énergie pour alimenter les arcs électriques plutôt que de brûler du charbon. On voit que des véhicules électriques, eh bien, le prix baisse pour une autonomie toujours plus grande grâce à la Chine. On voit le prix des panneaux solaires, comme je le mentionnais, qui équivaut à celui des alternatives carbonées. En fait, tout ça, c'est un monde en évolution qui change, que nous essayons de suivre, d'anticiper dans nos investissements pour les fonds de nos épargnants. Donc, plutôt optimiste pour les grandes évolutions. Merci à tous les deux. On arrive maintenant à l'exercice de la conclusion. Donc, merci à tous les deux pour la clarté et la profondeur de vos éclairages. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la finance durable en 2026, c'est bien sûr une question de climat, mais aussi un ensemble de transitions énergétiques, industrielles, technologiques, qui redessinent finalement les opportunités d'investissement. Nous avons vu également que les défis restent nombreux, entre normes mouvantes, données parfois instables et attentes croissantes des investisseurs. Mais vos approches montrent aussi que lorsqu'on combine expertise thématique et exigence ESG, il est possible d'apporter des solutions à la fois lisibles, robustes et crédibles. Pour nous, conseillers, l'enjeu est double, comprendre ces transitions et accompagner nos clients avec des outils, des preuves et des produits qui font sens. Les stratégies que vous avez présentées illustrent très bien comment investir ces transformations de manière concrète et responsable. Donc, merci encore pour vos contributions et merci à tous pour votre attention. Pour terminer, une question maintenant pour Pascal. Comment concrètement on peut retrouver les produits proposés chez CPRM et Dorval sur la plateforme Patrimeta? Alors merci de cette bascule. Je vais essayer de vous montrer ça très rapidement, même si vous connaissez très bien le fonctionnement de la plateforme désormais. Il y a deux façons de retrouver des produits thématiques. D'une part, parce que nous avons sur Patrimeta la chance d'avoir un requêteur qui travaille en essayant de retrouver effectivement tout ce qui est préférence ESG. Et lorsque vous recherchez par grande thématique, il vous suffit de cliquer sur le mot climat et puis vous allez voir apparaître les fonds dont on a évoqué très largement ce matin les caractéristiques, à la fois les fonds de CPR que vous voyez ici, le fonds de Dorval qui est ici et le Green Got aussi de Dorval qui est positionné ici. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer sur le produit pour retrouver les caractéristiques du fonds, voire même aller plus loin en obtenant directement les performances et l'ensemble des caractéristiques du produit. Ce que je voulais vous montrer aussi, et ce qui est intéressant, puisque on l'a souligné tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité sur Patrimeta de retrouver un certain nombre d'études, dont notamment l'étude qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire sur la partie baromètre CPRAM sur la finance durable. C'est une étude qui a maintenant ses 6 ans d'existence, donc, et dans sa 6e version, elle a cette spécificité, cette étude, c'est qu'elle ne s'intéresse pas aux Français, mais aux épargnants. C'est-à-dire qu'elle va avoir des impacts directs en matière d'investissement, puisque les CGP qui vont la regarder pourront directement connaître les choix des investisseurs potentiels et non pas des Français qui, là, par définition, ont toujours un petit peu de trouble. Lorsque vous voulez regarder cette fois-ci directement sur les stands des exposants qu'on a évoqués ce matin, que vous soyez sur Dorval, Asset Management, vous allez retrouver les différentes typologies de produits, à la fois dans les produits, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec notamment le fonds Green Got, et puis à la fois les produits que vous souhaitez. Il suffit de cliquer sur le site internet et vous allez vous retrouver avec l'ensemble des éléments qui vous intéressent sur le produit. À l'identique, si vous allez sur CPRAM, sur le stand de CPRAM, vous allez retrouver à la fois les produits comme on les a évoqués,
mais aussi un certain nombre de vidéos qui peuvent vous intéresser sur ce sujet, comme la biodiversité, par exemple, sur ce point, ou encore, effectivement, tout ce qui concerne les produits sur le climat, avec à la fois ici, vous avez une thématique sur la biodiversité. Voilà, donc c'est à la fois de l'information et de la présentation de produits en un clic et d'une façon assez intuitive pour l'ensemble pour vous et pour vos clients. Voilà ce que je voulais vous présenter très rapidement. Ce que je peux regarder maintenant, c'est si nous avons quelques questions qui se sont ouvertes et qui sont posées à nos intervenants. Alors, tac, 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 petite mécanique. Alors, j'ai une première question pour Laurent sur les raisons qui ont poussé Dorval AM à se positionner sur cette thématique. Oui, alors déjà, merci pour votre question. Je pense que c'est une question qui est importante pour différencier les sociétés de gestion qui se positionnent sur la thématique du climat. Moi, c'est un fonds que j'ai imaginé, que j'ai conçu et que je gère aujourd'hui depuis plus de 4 ans. Et quand j'ai réfléchi à ce fonds, j'ai regardé les différents fonds climat qui existaient sur la place et je me suis positionné en tant qu'épargnant et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait manquer, quelles étaient un peu les zones grises non adressées par la place. Et j'ai construit le fonds Dorval European Climate Initiative autour de ça. Et je pense que c'est important parce que quand on parle de fonds climat, il y a souvent une promesse qui est faite aux clients de donner du sens. Il y a aussi ce risque de greenwashing que tout le monde veut éviter. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de respecter cette promesse qui est faite aux clients que cette promesse, on se l'est faite à soi-même au départ. Merci Laurent. Alors, je regarde. Ah oui, Alexandre, oui. Laurent a parlé des performances des produits. Côté CPR, qu'en est-il exactement? Merci pour la question. Donc si on regarde au-delà de la performance court terme et que l'on prend sur un cycle d'investissement de 5 ans, à la fin janvier, le fonds CPR Invest Climate Euro, il affiche une performance de 10% annualisée sur 5 ans. Et le fonds CPR Invest Climate Action, le fonds international, il affiche une performance de 8,5% annualisée sur 5 ans et de 9,6% depuis la création. Merci Alexandre. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Stéphane? Tout bon. Tout bon pour moi. Bon, écoutez, je pense qu'on a évoqué un certain nombre de sujets qui sont clés. Et en tout cas, il était important de reparler du climat à cette époque de l'année, au moment où un certain nombre d'arbitrages se font. Je pense qu'il y a toujours des investisseurs particuliers qui sont intéressés par ce sujet. De toute façon, on le voit, hein, et les études le démontrent, que notamment sur les générations nouvelles, on a toujours des primo-souscripteurs en nombre sur ce type de thématique, et c'était important donc de rappeler et à la fois cet enjeu structurel qu'est le climat et donc l'investissement qui doit être fait sur ce produit, avec à la fois des portefeuilles qui ont des connotations internationales, mais aussi des produits plutôt euros, ce qui est important aussi à noter. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie Alexandre et Laurent pour leur intervention, et Stéphane pour sa brillante animation. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau débat sur un tout autre sujet cette fois-ci. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée.